Arrivé au pouvoir un certain 24 novembre 1965 par coup d'État, pour un règne de 32 ans de pouvoir sans partage, le lieutenant-général Mobutu, dont le nom a constitué une référence dans le leadership en Afrique en particulier et dans le monde en général, a abandonné le pouvoir le 16 mai 1997 à l'entrée de l'AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, pour se réfugier au Maroc où il a trouvé la mort le 7 septembre 1997. Son mausolée en témoigne. Le professeur Izor Ndayuel, l'historien, est notre invité pour parler du deuxième président de la République démocratique du Congo, autrefois Zaïre, le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. N'est-ce pas, professeur Izor Ndayuel? Mobutu a été également président de la République démocratique du Congo de 1965 à 1971, 1971. Donc, il a connu l'époque de la République démocratique du Congo, décidée, n'est-ce pas, par la constitution de Luluabourg en 1964, avant de décider que le pays s'appellerait Zaïre. Merci, professeur Izor Ndayuel. Qui est Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga Joseph Désiré? On n'a pas encore vraiment écrit la biographie de Mobutu. Parce qu'on parle d'une riche biographie. Extrêmement riche. Il est né le 14 octobre 1930. Okay. Déjà, un petit commentaire à ce sujet. Le chiffre 4 sera considéré par lui comme le chiffre fétiche, ouais, qui est donc lié à sa personnalité. C'est ainsi donc il va utiliser souvent ce chiffre 4. Vous savez que le premier coup d'État, c'est le 14 septembre. Et puis, on va créer la monnaie Zaïre et promulguer la constitution de la Deuxième République le 24 juin 1967. Et finalement, il va faire la démocratisation à la fin le 24 avril. Donc, 2 fois 4. C'est le fils d'Albéric Gbemani, qui était cuisinier chez les pères capucins. Et quand on dit maintenant cuisinier, on veut dire oui, c'était du n'importe quoi. Non. À l'époque, être cuisinier, ça veut dire être un auxiliaire de blanc. Donc, oui, c'est une situation enviable par rapport au commun des mortels. Parce que vous êtes proche, familiaux. On est proche. Alors, la maman, le nom est bien connu, Marie-Madeleine Yemo, puisque le nom a été donné à l'ancien hôpital général. Mama Yemo. Mama Yemo. Alors, il est né, je dirais, comme troisième enfant de Mama Yemo, parce que Mama Yemo, déjà, du premier lit, avait déjà 2 enfants, Movoto et une fille, qui est l'épouse du général Bolozi, voilà, qui a été pendant très longtemps donc à la tête des services de renseignement militaire. Et il est donc le premier enfant de Gbemani. Alors, formation à Kinshasa, à l'école primaire, parce que la famille va déménager à Kinshasa, mais malheureusement le papa meurt. Alors à Mbandaka, il y aura donc l'incident dont on parle souvent, parce que pendant les vacances, il viendra à Léopoldville, alors que c'était interdit. Et à son retour, il sera accusé comme ayant passé ses vacances à Léopoldville. Raison pour laquelle il sera renvoyé et il passera donc à la force publique, envoyé à la force publique à Luluabourg, Kananga.
Parce qu'à l'époque, on recrutait les militaires. On recrutait énormément des militaires. Alors, à Lulabour, Mobutu est un garçon très curieux, autodidacte né. Il va commencer à s'intéresser à l'écriture. Et donc, il va se retrouver après journaliste. Parce que dans le magazine L'Avenir, il y avait au milieu des pages particulières, actualité africaine. On va lui confier le rôle d'écrire des choses pour cette page africaine. Et donc, les textes écrits par les journalistes Mobutu sont disponibles. J'ai pu consulter ça dans les archives en Belgique. Autre point de repère, c'est qu'en tant que journaliste, il s'intéresse bien sûr à l'effervescence politique qui se crée à partir de 1956. En 1958, il y a la grande exposition universelle à Bruxelles. Il se retrouve également parmi les délégations. Et c'est là déjà qu'il a ce premier contact avec l'élite universitaire. Parce que Mobutu a toujours été très lié à l'élite universitaire. Donc c'est là qu'il va rencontrer les Bomboko, les Kanza, etc. et évoluer dans ce contexte. Et lui-même d'ailleurs va suivre des cours à l'école sociale, donc compléter sa formation. Donc dans cette effervescence politique, il va faire la connaissance, bien sûr, de Patrice Emery Lumumba. Cela va de soi, c'est connu de tout le monde. Ce qui fait que Patrice Emery Lumumba, déjà, le côtoie lors de la table ronde politique, en 1960, janvier-février, et il va l'envoyer même comme membre de la délégation du MNC à la table ronde économique. À cette époque, Mobutu était étudiant. Oui, à ce moment-là, il est journaliste étudiant journaliste. Okay. Donc, il va se retrouver dans ce contexte avec d'ailleurs Cardozo, qui deviendra l'OCMB après, dans l'authenticité. On va en parler. Alors, autre point de repère très important, voilà que Mobutu, dans la composition du gouvernement de Lumumba, il est nommé secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Il faut expliquer ce titre-là. La présidence du Conseil, le président du Conseil, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Il est le secrétaire d'État à la présidence du Conseil. On aurait pu dire aujourd'hui il est vice-ministre près du Premier ministre. C'est ça donc le rôle qu'il joue. Et c'est dans ce contexte-là que lorsqu'il y a les mutineries de la force publique, Lumumba va dire, mais oui, mais dans mon entourage, il y a un ancien militaire ici. Donc, si on cherche celui qui était plus gradé, sergent, qui vient de l'ICASI, on le fait venir pour le nommer général, le général Lundula, bon, on va prendre le caporal, Mobutu, on va en faire le colonel. En fait, Lundula était déjà plus gradé parce qu'il était adjudant, en fait. À l'indépendance, c'était déjà au niveau des adjudants, alors que Mobutu était sergent. Donc, les deux, on va leur demander de s'occuper de l'armée. Mais Lundula va être révoqué dans les difficultés qu'il y a entre Kasavubu et Lumumba au début des années, au début du mois de septembre. Parce que Kasavubu va donc demander au Premier ministre, qui à ce moment-là est Iléo et plus Lumumba, de faire arrêter le Premier ministre, Lumumba. Là, nous sommes en 1960. 60 septembre. Oui. Et on arrive effectivement à mettre la main sur Lumumba.
Mais Lundula va libérer Lumumba. Et Kasavubu va alors révoquer Lundula et demander à Mobutu de devenir le chef de l'armée et donc général. Alors Mobutu, à son tour, va faire le coup d'État, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le premier coup d'État, le 14 septembre. Et il se justifiera en disant, si on lit l'interview qu'il a donnée, il dit « Kasavubu m'a donné ordre d'arrêter Lumumba. Lumumba m'a donné ordre d'arrêter Kasavubu. Alors j'ai décidé d'obéir à l'un et à l'autre. Donc j'ai neutralisé les deux pour mettre en place le collège des commissaires généraux. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. Donc il croit beaucoup, peut-être beaucoup trop, aux étudiants universitaires. Il va dire maintenant c'est à vous à diriger le pays. Et donc Bomboko, qui était probablement l'un des seuls à avoir déjà le diplôme universitaire, déjà licencié, dirige le corps avec Ndele qui le suivait et puis tous les autres qui étaient des étudiants. Cette gestion a duré combien de mois? Bon, cette gestion a duré quelques mois, il faut compter donc de septembre jusqu'au conclave de Lovanium un peu avant. Donc environ une année, un peu moins d'une année. Un peu moins d'une année. Parce que avant le conclave de Lovanium, le président Kasavubu va mettre fin au collège des commissaires généraux et nommer à nouveau Iléo comme Premier ministre. Donc ça va durer quelque temps. Mobutu va prendre de l'envergure parce qu'il va former l'armée, mais lui, il va considérer qu'il faut partir des éléments de la force publique existants. Et il va prendre de l'envergure parce qu'il va avoir à lutter contre les sécessions. Nous avons déjà parlé des sécessions. Et il va même avoir à lutter déjà avec le début des rébellions de Moulélé. Donc il va y avoir toute une série de choses. Et donc de cette expérience-là que nous arrivons au 24 novembre 1964. Donc Mobutu assimilait bien ses cours au niveau de l'école militaire. C'est un homme qui apprenait vite et bien. D'ailleurs, comme Lumumba, c'était des grands autodidactes. Lui-même a été en Israël, il est devenu parachutiste. Pour démontrer que l'armée, l'ANC, devenait une grande armée, le 17 novembre 1961, il va organiser une grande parade des militaires. Et lui-même va sauter en parachute, n'est-ce pas? Tomber donc devant tout le monde, devant le président Kasavubu, tout ça, comme le premier parachutiste formé. Donc, ce qui démontre bien que l'armée prend de l'envergure. Disons que le président Mobutu était intelligent et doué. Oui. Professeur, parlons maintenant de la prise de pouvoir de Mobutu. Un certain 24 novembre 1965, par coup d'État. Ce coup d'État était-il prémédité, arrangé, classique? Je voulais justement commencer à vous dire que cette date n'a pas été choisie au hasard. S'il y a eu un 24 novembre 65, c'est parce qu'il y a eu un 24 novembre 64. Le 24 novembre 64, c'est le jour où les parachutistes belges ont été largués sur Stanleyville, Kisangani, pour reprendre la ville qui était occupée par Beignet, qui avait proclamé la République populaire du Congo. Beignet. Donc il y a eu deux 24 novembre en 64 et par après il y a eu en 65. Déjà en 64, il a su maîtriser Guigné, neutraliser les forces. Oui, avec le concours de la logistique de la CIA, des Américains. Des Occidentaux, ses parrains. Voilà. Alors, le 24 novembre 65,
on voulait célébrer la victoire, si vous voulez, d'il y avait un an. Raison pour laquelle on avait invité tous les chefs de garnison militaires à Kinshasa. Ils ne savaient pas que c'était pour le coup d'État, mais ils ont été invités pour célébrer cet anniversaire et donc participer au Te Deum. Donc il y a eu à la cathédrale Notre-Dame, là, le Te Deum avec tous les généraux venus de différentes provinces pour cela. Alors, après le Te Deum et tout ça, ils se sont tous retirés, bien sûr, au camp Tchachi, chez leur commandant en chef. Qui était-il? C'est évidemment le lieutenant-général Mobutu, qui venait de devenir lieutenant-général peu avant par le président Kasavubu, qui venait de le décorer lieutenant-général. Alors c'est là où les choses sérieuses commencent. Parce que alors, ils vont faire l'analyse, vous voyez, le pays ne marche pas. Nous sommes même devant une impasse. Le Premier ministre Tshombe a été révoqué. Kasavubu a nommé Kimba, le Parlement ne veut pas donner l'investiture à Kimba. Et le président Kasavubu nomme à nouveau Kimba. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors que nous avons souffert, ça fait des années, nous ne sommes qu'au front, nous avons lutté contre les rébellions, les sécessions, les rébellions. À nouveau, nous risquons d'aller encore vers toutes sortes de choses. Alors la décision est donc prise de prendre le pouvoir. Et l'auditeur général de l'ANC, qui est d'ailleurs un Belge, est la personne qui rédige la décision du coup d'État. C'est ce qui sera lu à 5 heures du matin. Donc si on considère que le coup d'État a eu lieu par l'annonce du coup d'État, en principe, alors, normalement, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre à 5 heures du matin. Mais la nuit, on avait déjà neutralisé tous les coins stratégiques. Le président Kimba raconte qu'il a voulu sortir. Donc, on lui a dit, vous ne pouvez pas sortir, vous restez chez vous. Naturellement, le président Kasavubu ne pouvait rien bouger. Kimba essaie d'appeler Kasavubu, les lignes téléphoniques sont coupées. Donc, la nuit, toutes les dispositions avaient été prises. C'est le matin que le capitaine Lono, qui deviendra après le général Lono, va passer à la télévision pour lire la déclaration du coup d'État. Il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de mutinerie, il n'y avait pas de bain de sang. Bon, alors, c'est ça la chose, parce que Mobutu dira après que ce n'est même pas un coup d'État. Une espèce d'élan populaire qui fait qu'il a pris le pouvoir. Parce que dès qu'on annonce ce coup d'État, le Parlement, et il y a un Sénat, le président du Sénat, Mudingai, félicite. Et au Parlement, pour l'Assemblée, on félicite. Et le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Tshombe est très content. Il dit, enfin, vous avez raison. Mais parce qu'il croit qu'après le coup d'État, on va lui remettre le pouvoir. Maintenant, la population congolaise de l'époque qui était majoritairement né-Congo n'avait pas réagi à ça? Absolument pas. Absolument pas. Et lui-même, le président Kasavubu? Le président Kasavubu a accepté. Donc, dans la journée même, quand il a contacté Mobutu, quand il lui a écrit, il écrit « Monsieur le Président ». Monsieur le Président. Donc, c'était une espèce de soulagement à une crise. On ne savait pas comment ça allait se terminer. Et la liesse populaire était due surtout au souvenir, mauvais souvenir, de la révocation de Lumumba en septembre. Okay. Alors on s'est dit, mon Dieu, il va encore se bagarrer, le Premier ministre. Et il se bagarre, mais ça va se terminer comment?
il y aura encore des problèmes. Et donc, on était contents. Mais Mobutu va passer à la vitesse supérieure en disant « Je prends le pouvoir pour 5 ans ». Alors là, on n'avait pas prévu cela. Ok. Voilà. Professeur Izonde, le président Mobutu prend le pouvoir pour 5 ans. Oui. C'était ça sa déclaration. Mais comment a-t-il géré ce pouvoir? La fin des années 60, est vraiment, Mobutu a le vent en poupe. D'abord, il décide de s'octroyer des pouvoirs spéciaux. Tout le monde est d'accord. Ensuite, il s'octroie les pleins pouvoirs. Et sur le plan international, accord général. On le félicite. Le général de Gaulle le reçoit, naturellement le roi Baudouin. Vous savez vous-même qu'il sera reçu même par le président Mao Tse-tung en Chine, le président des États-Unis. Tout va bien. Donc il avait un carnet d'adresses très bien fait. Voilà. Donc, à ce niveau-là, mais il faut dire que sur le plan africain, aux années 60, tous les pouvoirs un peu faibles là étaient discrédités. Et on cherchait un peu la mise en place des pouvoirs forts. Ça dépend des pays. Par exemple, au Gabon, le président Léomba ne faisait pas, ça ne marchait pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à son directeur de cabinet, Bongo, Martin Bongo, de prendre le pouvoir et il deviendra Omar Bongo. De prendre le pouvoir par force. Oui. La même chose à peu près au Cameroun. Le président Aïdjo, ça ne va pas très bien. On va s'arranger. C'est le premier ministre qui prend le pouvoir jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Il est toujours au pouvoir. Au Cameroun, Paul Biya. Paul Biya. Dans des pays comme donc la Côte d'Ivoire, ça va. Houphouët-Boigny est très fort. Oui. De l'autre côté, le Sénégal, très bien, avec le président Senghor, etc. Oui. Mais ça ne va pas très bien au Togo. Le président Olympio, ça ne va pas très bien. On va demander, on va s'arranger, ça va être Eyadema. Eyadema, c'est d'ailleurs le premier coup d'État, avant celui du Congo. C'est celui de Eyadema. Donc c'est Eyadema qui avait commencé avec cette série de coups d'État. Des coups d'État. Donc on a discrédité le pouvoir de Joseph Kasavubu pour placer Joseph Mobutu. Oui, de toute façon, le président Kasavubu était fini. Okay. Mais si le président Kasavubu avait eu un second mandat, je pense que le Congo aurait été différent. Ben ça, je ferme la parenthèse. Bon, yes. Mais on a estimé qu'il devait partir. Donc, le débat était plutôt, est-ce que c'est Tshombe qui était plutôt soutenu par la communauté européenne, c'est ce qu'on appelait à l'époque le marché commun, ou Mobutu qui était plutôt soutenu par les Américains. Oui, donc, il y a des discussions là, à ce niveau-là. Donc, en ce qui concernait Kasavubu, donc c'était la fin. Donc, voilà. Donc, il a le vent en poupe. Et en plus, il va utiliser, comme j'ai dit, il était très proche des universitaires, toutes les conclusions des congrès de l'Union générale des étudiants congolais et il va les mettre en application, d'une certaine manière. Parce que les innovations de Mobutu, il faut le savoir, ça ne vient pas de la tête de Mobutu. C'est parce qu'il s'est inspiré de ça. D'abord, le 29 juin 1966, c'est le premier 30 juin, il va proclamer Lumumba héros national. Bon, là, ce sont année après. Oui, ce sont des conclusions des étudiants. En 1966, il va également nationaliser l'Union minière du Haut-Katanga. Conclusion des étudiants. Dont les actions sont restées ici. C'est ça, il va les mettre en place. Au Congo. Et il va même se rapprocher de ces étudiants parce qu'il va créer le bureau
le secrétariat général à la présidence et va utiliser un des acteurs majeurs de ces étudiants, Maître Kamanda Gérard, comme voilà, le secrétaire général de cette affaire. Le secrétaire Sa général réussite aussi était de travailler en harmonie avec voilà. les étudiants, des intellectuels. Des voilà. intellectuels. Okay. Alors, on va y mettre toute une série de gens, de jeunes universitaires. Bisengimana, par exemple, avait terminé ses études d'ingénieur à Lovanium. Moïse Tchombe l'avait déjà un peu utilisé. Il l'avait envoyé aux études aux États-Unis. Bien, on va l'intégrer. De jeunes universitaires comme Léon Lobich, qui deviendra Kengo Adondo, qui termine son droit à Louvain, à l'ULB, arrive, il est intégré dans ce collège. Donc, il y a à ce moment-là, tous les jeunes universitaires sont autour du général Mobutu. Donc, nous sommes dans la décennie où ça va très bien. Il va prendre même des décisions incroyables. À ce moment-là, il y a 22 provinces. Il va les réduire en 12 provinces et puis finalement en 8 provinces. 8 provinces. 22 à 8 provinces. À 8 provinces. Et c'est lui qui va décider que la ville de Kinshasa est une ville capitale autonome. Parce que c'était la grosse bagarre à ce moment-là. Le Congo central voulait absolument qu'on considère que Kinshasa faisait partie du Congo central. Et le Kwilu et le reste, Bandundu aussi, non, ça appartient à ceci. C'était la guéguerre. Et le président Mwanda de Congo central s'est installé à ce moment-là, je crois que la voix a déjà dit à une émission, à Djelobinza. Donc, pas Matadi, non, Djelobinza, c'est pour essayer de prendre la ville de Kinshasa. Donc, toute la partie, si vous voulez, Ngaliema, était considérée comme faisant partie du Congo central. Alors, c'est avec Mobutu que va dire non, pas question, vous installez à Matadi. C'est là la capitale, c'est l'ancien chef-lieu du district. 1968, figurez-vous, c'est la première année où, depuis 1960, où il n'y a plus eu de crépitement de balles. Il a mis fin à toutes les rébellions. Tout, sauf quelques poches résiduelles, comme avec Laurent Désiré Kabila, sur l'axe Fizi-Baraka là-bas. Et Laurent Désiré Kabila va d'ailleurs créer un parti, le parti de la Révolution populaire. Parce qu'à ce moment-là, il se rend compte que la rébellion a échoué, il y a des raisons. Une des raisons évoquées, c'est qu'il n'y avait pas de parti politique. Et Che Guevara, oui, qui est venu. Mais là je dois quand même le dire. Je dois dire que Che Guevara est venu au Congo à cause du 24 novembre 1964. Okay. Parce que Che Guevara, qui était ministre à Cuba, a voulu lutter contre l'impérialisme international. Et il hésitait entre l'Algérie et le Mozambique et l'Angola pour savoir où s'installer. Et voilà qu'il y a le largage des parachutistes belges avec le soutien de la logistique américaine. Ça va donc donner le signal que s'il y a quelque chose d'important en Afrique, le lieu important où se joue l'avenir de l'impérialisme, c'est au Congo. C'est au Congo. Raison pour laquelle il va changer d'avis et va choisir de venir soutenir
le résiduel qui restait de la rébellion. Donc il va aller soutenir Laurent Désiré Kabila. Ça va durer quelques mois, en 1965. Voilà. Mais quand même, beaucoup de Cubains vont arriver. L'objectif de Che Guevara, c'était mettre fin à l'impérialisme. À l'impérialisme international. Voilà. Juin 66, cette affaire des pendaisons de la Pentecôte. Là, il a sémé la terreur. Il veut devenir un leader qui fait peur. Il veut s'imposer. S'imposer. Alors, on va fomenter ce qui s'est passé. On va demander aux deux officiers, Fomi et Bangala et tout ça, causer un peu avec certains hommes politiques. Oui, il va causer avec eux. On dit, mais nous nous posons la question, mais est-ce que c'est Mobutu-là, il peut diriger le pays? Nous, les militaires, vraiment, on est prêts à le faire partir, mais on ne sait pas quel est le civil qui peut reprendre le pouvoir à la place. Alors, certains leaders malheureux ont commencé à participer à ces réunions. Et vous remarquerez que ces leaders ont été bien choisis. Oui. Il avait bien ciblé. Oui, il fallait éliminer Kimba. Pourquoi? Parce que si tout capotait, on risque de retomber sur l'ancien Premier ministre. Il fallait l'éliminer. Anani était le ministre de la Défense nationale. Très dangereux. Aussi. N'est-ce pas, ministre de la... Bon, voilà. Mamba, c'était un grand leader à l'Est. Il faut faire attention là-bas. À l'Est, il peut y avoir des choses. Alors, Bamba, c'était l'ancien ministre des Finances, mais aussi un leader dissident du kibanguisme. Voilà. Il fallait consolider le kibanguisme et éliminer ce monsieur qui veut diviser le kibanguisme. Voilà. Donc voilà, on va bien choisir les gens à massacrer. Évidemment, il y a un autre qui a échappé de justesse. C'est Kamitatou. C'est Kamitatou. Parce que lui aussi, c'est le bordel dans le Kwilu, il faut éliminer ce monsieur, il est trop dangereux. Bon, lui, en dernière minute, il a été sauvé de justesse. Il était sauvé de justesse. Le hasard qui fait que au dernier dîner où on devait les arrêter, lui n'est pas parti à ces dîners. Alors, les autres sont partis, ils ont commencé à dîner, à discuter. Les serveurs n'étaient pas des serveurs, c'était des militaires. Alors, ils ont commencé à parler, oui, il faut quand même qu'on mette fin à cette expérience de Mobutu, etc., etc. Et, brusquement, ceux qui servaient les ont arrêtés, parce que c'était des militaires. Et nous savons qu'il y a eu, à ce moment-là, même le pape est intervenu pour une demande en grâce. Et je me rappelle même le doyen de la faculté de droit de Lovanium, n'est-ce pas, le professeur Rubens, on a fait une requête pour demander qu'on ne les tue pas. On dit que cette pendaison était atroce. Bien sûr, c'était atroce puisqu'on voulait que ça soit public. Sur le pont Kabu, devenu depuis lors pont Kasavubu, à un endroit maintenant qui est un rond-point très compliqué, mais à ce moment-là, on a arrêté le transport. On a fait ça là-bas. Raison pour laquelle, à la conférence nationale, on avait décidé de faire de ce stade qui est construit à côté, stade des martyrs de la Pentecôte. Des martyrs de la Pentecôte. Et puis on avait crevé les yeux de... Bon, on dit ça, on dit que c'est une des raisons pour lesquelles Mobutu ne voulait plus les libérer. Okay. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà tellement amochés que c'était... Si on les libérait, c'était plus possible. Alors, il ne restait plus qu'à les achever. Lorsque nous arrivons donc à la fin de la décennie, on peut dire que Mobutu est quelque peu ivre-mort de son succès. Alors vous imaginez, il a réussi, même là où son mentor, Lumumba, avait échoué. Commence, hélas, la mauvaise décennie. C'est-à-dire des décisions quelque peu irréfléchies.
les décisions, si vous voulez, de dictateurs. D'ailleurs, pour passer de ce stade à l'autre, il va renvoyer tous ceux qui étaient avec lui en 65. Moulamba est de l'autre côté, les Bomboko, Nendaka, Tshisekedi et tout ça, ils ne sont plus au gouvernement, il les envoie comme ambassadeurs à gauche, à droite. Et il va faire un nouveau recrutement politique. Cette fois-ci, ça va être, j'ai qualifié ça quelquefois de groupe des Rigini. Le terme n'est peut-être pas heureux, mais c'est-à-dire des Rigini, c'est-à-dire maintenant avec les Mpinga Kasenda, les Gambembo. Un groupe des universitaires venus après, groupe d'universitaires et puis venus après, et qui sont tous en fait pas des licenciés comme le groupe précédent, mais sont tous des docteurs, des jeunes professeurs, des jeunes professeurs, qui seront d'ailleurs tous recrutés d'abord dans le bureau politique du MPR. Commence un peu ce courant de Mobutu qui est maintenant ivre de son succès. Il avait dit qu'il mettait fin au parti politique. Mais lui-même commence en créant un sévère corps de volonté de la République. Puis il transforme ça en un parti. Mouvement populaire de la Révolution. Parti unique. 20 mai 67. Bon. La constitution qui est là, il n'en veut pas, il faut faire une nouvelle constitution qui est promulguée, comme nous l'avons dit, le 24 juin 67. Mais il crée une nouvelle monnaie. Alors, vous voyez, c'est à ce moment-là que le mot Zaïre apparaît pour la première fois. Ça, c'était en quelle année? En 67. Le pays s'appelle République démocratique du Congo avec comme monnaie Zaïre, subdivisé en Makuta et le Makuta subdivisé en Sengi. C'est à ce moment-là que le concept de Zaïre apparaît pour la première fois. Bon. Alors, donc, on commence déjà à voir que c'est plus la même chose. Et puis, on crée la JMPR, suppression de tous les mouvements de jeunesse, y compris suppression de l'UGEC. Donc, il a utilisé le congrès de l'UGEC, mais il ne veut plus de ça. Donc, il s'est débarrassé de tous ces jeunes-là. Il s'est débarrassé de tous ces gens. Kamanda lui-même échappe de justesse à la mort parce que Diallo Telli le récupère à l'OUA comme membre du secrétariat de l'OUA. Donc ça commence à devenir difficile. Et les étudiants, à ce moment-là, entrent en grève. Nous sommes donc en 69, le 4 juin 69, les étudiants entrent en grève pour la première fois. On refait l'histoire de la, si vous voulez, de la Pentecôte, mais sous une autre forme. On massacre les étudiants. En 69 déjà. En 69. Et maintenant, nous passons aux années 70. C'est vrai que ça commence par des choses graves, parce qu'en 71, les étudiants célèbrent l'anniversaire de 69, le 4 juin. Cette fois-ci, alors, l'hécatombe est encore plus générale. Et tous les étudiants sont envoyés dans l'armée. Création de l'Université nationale du Congo. Et comme au mois de novembre, le 31 octobre 1971, le pays devient Zaïre. L'Université nationale du Zaïre, du Congo, devient automatiquement Université nationale du Zaïre. Alors, donc certainement, ils prenaient des décisions irréfléchies pour gérer seul cette nation. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il y ait des garde-fous. C'est pour ça, dans l'exercice du pouvoir, il y a l'indépendance des pouvoirs. Le législatif est indépendant. Le judiciaire indépendant. Parce que les pouvoirs, alors, se contrôlent et se neutralisent. Dans la mesure où tout cela avait été supprimé et que finalement
le Parlement, c'était par acclamation. Ça va être par acclamation. Il n'y a plus de vote, mais il faut acclamer les gens. Il faut acclamer au stade, donc tout le monde est du MPR. Donc ça s'est confondé aux institutions établies. Donc, alors, on a dit 5 ans. Mais avant ça, en 1970, il instaure le septennat. Maintenant, c'est tous les 7 ans. Et c'est d'ailleurs déjà la première réforme de la Constitution. Donc tous les 7 ans, ça ne devait plus être 5 ans, ça devient 7 ans. 7 ans. Ok. Bon, parce que Mobutu va procéder par une douzaine de révisions constitutionnelles de sa Constitution. Donc, en 1970, c'est une des révisions les plus importantes, parce qu'alors, il y a maintenant le parti qui est au-dessus de l'État. Et lui-même n'est plus président de la République, il est président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, président de la République. Donc, d'après cette constitution, après lui, il y aura des présidents du MPR, président de la République. Mais président fondateur, président de la République, il n'y en avait pas. Ce n'était que lui. Donc d'une certaine manière, il avait une présidence à vie. Parce qu'il était le seul à être président fondateur. On peut dire, quelque part, créateur de l'État. Voilà pourquoi, puisque c'est un nouvel État qui commençait, il fallait changer les symboles. Nous étions jusque-là dans les symboles créés par Léopold II, le Congo, etc. Maintenant, nous avions un autre fondateur qui était Mobutu. Son pays allait s'appeler maintenant le Zaïre. Et avec toutes les réformes voulues. Subdivisé en provinces? Non, subdivisé en régions. Et les régions subdivisées en territoires? Non, en zones. Et les zones subdivisées en secteurs? Non, en collectivités. Parce qu'il voulait contenir tout le monde dans cette pensée unique. L'autre pensée unique était donc liée à l'authenticité. Le recours à l'authenticité. Le recours à l'authenticité, qui en soi était quelque chose de très important et qui demeure d'ailleurs un acquis important. C'est-à-dire le Congo, le Zaïre, revendique son droit à la différence. On n'est pas là pour suivre nécessairement, on n'est pas dans le mimétisme, mais on peut être soi-même. Mais ça va tourner vers des questions que j'appellerais des épiphénomènes, donc des détails. Il va demander à tous les métis, ça c'était la première mesure au niveau de l'anthroponymie, de quitter les anciens noms, comme Cardozo, Bembik, l'autre c'était quoi? Lafarge, qui va devenir Bembika, etc. Quittez ces noms-là, vous devez prendre des noms authentiques. Donc puiser dans le patrimoine congolais. Dans le patrimoine. Alors, c'est comme ça que Lobich devient Kengoa Dondo et Cardozo devient Losembe, etc. Il va être le premier à dire il ne s'appelle plus Joseph Mobutu. Joseph Désiré. Joseph Désiré Mobutu, mais dit Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga. Et ensuite, il va dire que c'est obligatoire. Tout le monde doit recourir à l'authenticité. Tout le monde doit enlever le prénom d'origine extérieure pour avoir un prénom authentique. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, en 1973, qu'il fait son grand discours des Nations Unies, qui est un discours quand même célèbre où vraiment il explique ce qu'il entend par l'authenticité. C'est quand même un discours connu sur le plan mondial, ce discours. Mais en 1973,
Malheureusement, il prend des mesures qui vont nous coûter cher. La zaïrianisation.